Eh bien, bonsoir à tous. Bienvenue pour une nouvelle émission. Émission en direct de Richelieu, ou juste à côté, puisqu'on est à Bray-Souffet. Bray-Souffet, on est à la salle des Ducs de Richelieu, puisque je vous rappelle bien que le lundi est réservé à Richelieu et ses alentours. Et donc, après une première semaine, il y a 15 jours, où on était chez Émilie de Arte Moda Factory, qu'on a retrouvé d'ailleurs samedi lors de notre édition spéciale pour la réouverture des petits commerces. Eh bien, la semaine dernière, lundi dernier, nous étions chez Olivier au Puy Doré. Au Puy Doré, on était également accompagné de l'Auberge du Cardinal avec Bruno. On leur fait également un petit coucou. Et puis, on continue notre balade. On avance, et nous voici à la sortie de Richelieu, à Bray-Souffet, chez les Ducs de Richelieu, chez Martial et Éric. Mais le plus simple, c'est tout de suite de vous les présenter. Bonjour, messieurs. Bonjour, Guillaume. Bonsoir. Bienvenue, mais plutôt... Bienvenue chez nous. Voilà, bienvenue chez nous. Et en tout cas, merci de nous accueillir, comme tout à l'heure je le disais, avec autant de matériel pour, en tout cas, nous faire entendre sur les problèmes que subit actuellement nos entreprises, et notamment l'événementiel, la restauration, etc. Très bien. Alors justement, on va présenter un petit peu la soirée à nos chers téléspectateurs. La soirée, ça va se passer comme ça. Première partie, où on va parler de cette belle salle des Ducs de Richelieu. Vous allez nous raconter son histoire. On va illustrer tout ça avec quelques photos que vous nous avez confiées. Et puis ensuite, on parlera de cette année 2020 un peu spéciale. Comme je dis tout le temps dans ces émissions, c'est notre commerce face au Covid. Mais là, je crois on va élargir. C'est nos commerces face au Covid, parce que je crois qu'il va y avoir un coup de gueule, mais un coup de gueule que beaucoup pensent aussi. Et ce soir, tu vas être un peu le porte-parole, je dirais, de nos commerçants. Et donc, on va aller un petit peu plus loin. Et puis, vous êtes habitués aussi à quelques opérations coup de poing. Il y en a qui se sont passées. Il y en a peut-être à venir. Voilà. Donc ça, ce sera la première partie de notre émission, les Ducs de Richelieu. Puis ensuite, on rendra un petit peu l'antenne, le temps de faire quelques changements sur le plateau. Et on se retrouvera toujours avec vous, Martial et Éric, pour parler de cette belle association AMUR, au moins un repas, qui œuvre pour les enfants défavorisés du Cambodge. Tout à fait. Donc vous pourrez vous reconnecter. C'est plus simple pour nous de finir une première émission, et puis on se retrouvera après sur cette deuxième émission. Très bien. Écoutez, je vous propose tout de suite de commencer et de nous présenter cette belle association. Mais avant, parce que je vois que tu es en train de te... Voilà. On a mis les masques parce que ça nous paraissait important de montrer, et je tiens depuis le début à le faire remarquer, on tient à montrer qu'on ne fait pas n'importe quoi avec cette Web TV. On est dans une période spéciale, une période compliquée. On a nos distanciations, et on vous propose, pour pouvoir mieux profiter de l'émission, que ce soit au niveau du son, au niveau de l'image, qu'on retire nos masques, si vous êtes d'accord. Avec monsieur. plaisir. Eh bien, parfait, comme ça, on pourra laisser admirer nos sourires. Voilà. Oui, parce que, alors, la petite blague, parce que, alors, on va être sérieux. Il faut être sérieux, tout en étant joyeux aussi. Voilà, on va être coup de gueule, mais on va être aussi joyeux. Et alors, pour la petite blague, tout à l'heure, on a fait un petit test, et effectivement, le sourire n'était pas au rendez-vous. C'est vrai. Donc, les copains, les copines ont mis des petits messages à Martial et Eric, on dit, Mais il va falloir sourire. Promis, on va vous donner notre expression. Alors, moi, juste avant de commencer, je vais reprendre un petit côté sérieux et dire que volontairement, on a mis notre enseigne derrière en berne, simplement pour les entreprises qui sont en train de mourir. Voilà, c'est un petit peu, un petit clin d'œil que je voulais faire, parce que je crois que on ne sait pas encore le nombre d'entreprises qui vont mourir, mais déjà elles sont importantes. Et je pense qu'à partir de 2021, elles vont être très, très importantes. Voilà, je tenais à le préciser par rapport à ce panneau qui est en berne. Très bien. Alors, on va remonter le temps. Ok. On va aller vers des jours meilleurs, si tu veux bien, Je vais Martial. juste, Guillaume, te couper 2 minutes, Très puisque bien. ce soir, j'assure la partie technique. Exactement. Et je vous suis avec les commentaires sur Facebook. Donc, je voudrais saluer tous ceux qui sont en train de nous regarder, tous les petits coucous qu'on reçoit. Monique, Géraldine, Marinette, Océane, Wesley. Enfin, il y a beaucoup de monde qui est en train de se connecter. Et Géraldine qui nous a laissé un petit message pour que Martial et moi parlions plus fort. Plus fort. D'accord. Je vais augmenter aussi un petit peu
Voilà, de mon côté. Il ne faut surtout pas nous couper la parole ce soir. Voilà, hop. Très bien. N'hésitez pas, voilà. Et ben, cette technique, on l'adapte au fur et à mesure. Et c'est vrai que nos oreilles, voilà, nos oreilles sont là sur le plateau, mais nos oreilles ne sont pas du côté du téléspectateur. Donc n'hésitez pas s'il y a des petites remarques. Voilà. C'est comme ça qu'on continuera à avancer. C'est comme ça qu'on avance depuis maintenant. Je crois que ça fait 3 semaines bientôt que la Web TV est lancée sur une aventure qui n'était pas du tout prévue. C'est peut-être les bienfaits du confinement. Il faut bien voir quelques bons côtés. Quelques bons côtés de ce confinement. Voilà, donc n'hésitez pas s'il y a des petites remarques pour qu'on améliore au fur et à mesure. Et soyons interactifs. Soyons interactifs, n'hésitez pas à mettre des petits messages. Eric ce soir assure le lien Facebook, donc vous mettez, si vous avez des questions, des réactions, n'hésitez surtout pas. Et puis au cours de cette émission, eh bien, on n'hésitera pas à faire des petits retours s'il y a besoin, à faire remonter les questions auxquelles on essaiera de répondre. Exactement. Très bien. Allez, on remonte le temps. Vous nous emmenez combien d'années? Alors, une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années. Alors, comment ça se passe? Alors, ça se passe de façon très simple. Mes origines de famille sont du côté de Sachet, même à Sachet même. Et donc, un week-end, enfin une petite semaine de vacances, je décide de venir les voir et en même temps de regarder pour une amie précisément, une petite maison de campagne qu'elle désirait acquérir dans la région. Et moi, en parallèle, sur la région parisienne, je cherchais à ouvrir une salle de réception. Alors, j'avais pris à l'époque un compas, la carte de France, Paris, et je m'arrêtais à 100 km environ. Et je ne trouvais rien. Une année a passé. Bon, je suis donc descendu en Touraine, et en cherchant pour cette amie, cette maison, j'ai découvert cette grange qui était complètement abandonnée depuis plus de 10 ans, qui était même mal en point parce qu'il y avait des toitures qui étaient par terre, bref. Et ça a été un coup de foudre. Ça a été un coup de foudre tout de suite. J'ai plus réfléchi que j'étais à 300 km de Paris. Je me suis positionné en me disant, mais c'est ici que je veux passer en tout cas une partie de ma vie. Et donc voilà, depuis 20 ans, on est là. Et donc, il a fallu préparer l'ouverture de cette salle de réception. Alors, 20 ans, et ensuite, j'imagine que, voilà, tu nous dis, c'était une ruine. Ouais. Entre le temps où commencent les travaux, et puis je dirais les premiers clients, il se Alors, passe quoi? il se 6 passe- mois, 1 an? Je vais te dire plutôt 5 ans, presque 5 ans. Entre le moment où on décide de déposer des plans, donc de prendre un architecte, de faire des propositions, de rencontrer les banques d'un côté, et puis de faire admettre par l'administration française que nous allons faire une salle de réception dans une ferme qui n'était pas du tout une ferme préparée à ça. Donc descendre des murs, refaire des toitures, etc. Et puis bien sûr, faire accepter l'idée par l'État français, donc ça comprend la DDE, ça comprend la DAS, ça comprend plein de choses, que nous allons faire venir ici plein de monde pour se marier. Car l'idée au départ, c'était bien sûr, et avant tout, faire des mariages et des spectacles. Alors, donc, on est en quelle année pour la première ouverture, le premier accueil du public? Alors, le premier mariage, à peu près il y a 14 ans. Il y a 14 ans. Premier mariage il y a 14 ans. On a démarré, alors c'est très drôle, mais on a démarré un samedi de Saint-Valentin. Donc ça nous a porté bonheur. Alors première année, on n'avait pas beaucoup de mariages, on a dû avoir 7 mariages la première année. 7 mariages. Et le premier, donc je vous dis, est tombé le jour de la Saint-Valentin. Donc ça a été, je pense, ce côté symbolique que j'aime beaucoup, moi, ça a été en tout cas, voilà, c'est tombé un jour Saint-Valentin. Et puis l'année d'après, on en a eu 12. Et puis ça a continué comme ça de plus en plus. Et aujourd'hui, on a environ 14 ans après, on tourne entre 25 et 30 mariages. Et on rajoute dessus le Nouvel An, qui a aussi une grande importance pour nous. Et puis on a aussi le premier de l'an midi, qui réunit de plus en plus de monde depuis 2 ans, 3 ans. On est très content parce qu'on nous avait dit ouais, Richelieu, il y a beaucoup de vieux, ils sont pas gentils. Pas du tout, pas du tout. Nous, on a rencontré des gens adorables. Peut-être qu'il y a un âge qui correspond à, en tout cas, des gens qui ont passé la quarantaine, mais c'est très agréable de travailler avec tout le monde. Donc, on n'a pas eu vraiment, enfin, nous, on a eu avec la population aucun problème. Au contraire. Et donc les choses se sont installées, et très vite en fait, parce que quand je parle de 30 mariages, c'est arrivé au bout de 14 ans, au bout de 7 ans, on avait déjà 25 mariages. Donc on va dire quasiment toute la saison où se font les mariages, voilà. qui se font entre avril et octobre. Avril-octobre, qui était quasiment complète. Complète, tout à fait. En fait, je pense qu'il a fallu, quand on est arrivé sur le secteur, faire comprendre aux gens qu'on avait envie
de lancer une nouvelle entité et un nouveau dispositif pour les mariages, d'apporter une salle avec un caractère différent de ce qui pouvait être vu dans le coin. Et ça a pris un petit peu de temps, et quand les gens ont compris quelle était notre démarche, on a vraiment eu un super accueil de la part des Richelet, même si nos clients ne sont pas tous de Richelieu et qu'on va beaucoup plus loin, puisqu'on a beaucoup de mariages de gens qui habitent aujourd'hui sur Paris, qui habitent sur Marseille, on a eu des mariés de Tahiti, mais qui en tous les cas ont une attache avec le secteur de la Touraine, de la Vienne, du 79, puisque Richelieu est aussi limitrophe de tous ces départements. Et c'est vrai qu'au niveau des mariages, il y a eu un super impact qui s'est lancé, et qu'aujourd'hui, nous, on a vraiment développé aussi le côté dîner-spectacle et essayé d'apporter une attractivité supplémentaire au pays de Richelieu. Et puis, votre petite touche, je dirais, personnelle, parce que ce côté spectacle, cabaret, alors moi, enfin voilà, ce soir, je suis là en tant qu'animateur, mais ça fait 10-12 ans, on disait tout à l'heure avec Martial qu'on se connaissait, j'ai commencé à intervenir, donc j'ai vu aussi l'évolution de cette salle qui était au début, comme tu le disais, que du mariage, mais je crois que vous allez beaucoup plus loin que, comme tu le disais, simplement le mariage de base, on va dire, mais vous apportez toute votre expérience, votre connaissance du mariage, votre réseau, je crois que c'est important aussi de le dire. Alors, il faut savoir que les Richelet, d'abord, nous, on aime Richelieu, on aime cette région. J'ai toujours dit que quoi qu'il arrivait, si je devais un jour partir d'ici, je resterais dans cette cuvette de la Touraine parce que je trouve que c'est un coin où on se sent bien. Et puis après, on a eu aussi des demandes. Quand on a commencé le théâtre, c'est parce qu'on a eu aussi des demandes de Richelet qui nous ont dit le théâtre, ce serait bien. Quand on a commencé à faire du cabaret, oui, c'était osé. C'était osé de faire du cabaret avec des gens qui sont à moitié habillés sur scène, de mettre des gens dans des situations qui sont des fois un peu comiques. Et donc, ça a pris. Ça a tellement pris qu'aujourd'hui, eh bien, on sait qu'on va en faire encore d'autres et beaucoup. Et on a environ, je crois, dans notre fichier client, 500 personnes à qui on envoie des petits mots régulièrement pour leur dire bientôt une pièce de théâtre, bientôt un cabaret. Donc oui, on est vraiment très contents. Donc on est dans une vraie salle presque de spectacle. Oui, de plus en plus. De plus en plus, parce que je crois que c'était aussi ton passé qui était là. Tu as eu ce côté-là, il faut aussi... Oui, j'aime bien remonter dans le temps. Là, ça va nous vieillir. Ça va te vieillir, les cheveux blancs. Ça va nous vieillir, là. Oui, moi j'ai commencé à région parisienne. J'avais déjà une salle de réception tout près de Paris, qui était beaucoup plus petite, hein. Et on faisait beaucoup de spectacles à l'époque avec des gens connus, moins connus, et voilà. Bon, c'est vrai que c'était quelque chose. Alors justement, tu parles de gens connus. Je crois qu'on peut faire un petit focus. Je voudrais revenir sur le dernier, par exemple, le dernier réveillon, pour montrer un peu quand même à quel niveau on arrive. Je crois qu'il y avait une surprise. Alors c'était les 10 ans. C'était les 10 ans de Nouvel An. C'était notre 10e Nouvel An, et on souhaitait faire un cadeau à tous nos clients mariage, parce que voilà, on estimait que tous les ans, ce sont pratiquement les mêmes personnes qui reviennent au Nouvel An et au premier de l'an du Midi. Et donc, on se disait qu'il fallait faire une surprise. Et le thème de cette année, c'était les années 80. Donc, on avait vraiment caché à tout le monde, à tous nos clients, même aux artistes qui montaient sur scène, que nous allions faire venir une star des années 80. Même moi qui m'occupais de la technique, alors je l'ai su quelques instants avant parce que tu as laissé traîner... Tu as laissé traîner le CD. Voilà, c'est vrai que j'ai laissé traîner son CD. Et donc, elle est venue en plus à 17h faire les balances, ce qu'on appelle chez nous les répétitions. Et quand elle est arrivée sur scène, alors avec un gag préparé, elle a fait lever tous les gens de façon incroyable avec leur téléphone. C'était donc la chanteuse Sloan du groupe Peter et Sloan. Que les Richelet connaissent puisqu'elle était venue donner un concert pour le précédent marché de Noël. Et ça a été un vrai succès. Elle a fait pratiquement 20 minutes toute seule. Et voilà, donc ça a été. Et on m'en parle encore aujourd'hui, presque un an après. C'est vrai que c'était un moment, je veux dire, de folie, un moment à part dans cette soirée, même si les autres étaient super bien. Ouais. Voilà. Et puis elle a su, je pense, c'était l'intérêt aussi, c'était de montrer qu'une troupe amateur, locale, était capable de générer, de constituer un vrai spectacle de qualité, même si tous ceux qui étaient là étaient déjà convaincus, mais en plus faire venir une star, c'était osé. Oui, c'était osé. Alors en même temps, c'est quelqu'un qui nous aime bien, qu'on aime bien. On est en relation souvent, on est amis. Et donc l'idée, voilà, c'était vraiment de faire plaisir à nos clients avant tout. Elle arrivait en plus de loin parce qu'elle habite près de Maubeuge. Et donc elle est vraiment venue exprès pour ce 31. Et voilà, donc je le remercie encore. Je ne sais pas si elle nous écoute. Normalement, on lui avait profité pour lui envoyer une bise. Sloan, si jamais tu nous regardes, on sait que la période est aussi compliquée
professionnellement pour nous, mais professionnellement pour les artistes. On abordera tout à l'heure, quand on parlera de l'association Amur, une autre artiste qui est Julie Quétry, qui est marraine de notre association, marraine d'honneur et marraine d'un enfant. Et on sait que la situation est vraiment très très compliquée pour tous les gens qui ne peuvent plus monter sur scène actuellement. Donc on a vraiment une grosse pensée pour vous et on vous envoie en tous les cas toute notre affection. Très bien, donc là on a fait un peu, on a brossé, je vais dire, toute cette salle des Ducs de Richelieu, tout ce qui a gravité autour. On a parlé du réseau que vous avez mis en place aussi, un peu, parce que voilà, un client vient, je pense que vous lui dites, il a besoin de fleurs, vous avez des contacts, il a besoin de traiteurs, vous avez des contacts. Alors, nous, si vous voulez, par rapport... toi, je te dis vous maintenant. Tu me dis vous. Eh oui, je te dis. Après 12 ans, tu me dis vous. Eh oui. On s'était dit qu'on ne le dirait pas. Non, ce qui est vrai, c'est qu'un mariage, si tu veux, ça engendre beaucoup de choses. D'ailleurs, nous, quand on a des clients qui viennent pour un mariage, on est toujours les premiers visités. Le mariage, en fait, va être... le traiteur, la fleuriste, le coiffeur, tous ceux qui vont graviter autour vont démarrer en rapport du lieu où va se tenir le mariage. Donc, c'est vrai que l'idée à Richelieu de faire travailler tantôt le traiteur, tantôt la fleuriste, le coiffeur, les coiffeurs, ça permet, si tu veux, d'apporter quelque chose de plus dans un endroit où il y a moins de choses, il y a moins de commerce à Richelieu. Donc l'idée de le faire à Richelieu, ça a été volontaire. On a eu au départ beaucoup de gens qui nous ont dit « Ah, ça risque de ne pas forcément marcher ». Cela, je leur dis, vous êtes trompés. Et puis en même temps, ça a fait bouger d'autres commerçants de Richelieu. Nous renvoie directement vers nous. Donc en fait, il y a un travail de... Il y a un vrai travail de réseau. Ouais, tout à fait. Et c'est vrai que c'est aussi très important pour nous d'accompagner nos clients sur autre chose qu'une simple prestation de location de salle. On est vraiment dans une démarche de les accompagner du début des préparatifs au mariage jusqu'au grand jour et l'après, puisqu'on a la chance d'avoir beaucoup de contacts avec nos clients. On reçoit par la suite les cartes pour annoncer les naissances. Aujourd'hui, avec Facebook et les autres réseaux, c'est aussi assez facile de rester connecté. Et d'ailleurs, nous avons plein de nos anciens mariés qui sont connectés, les clients Nouvel An qui sont connectés sur le live. Donc, on vous fait vraiment à tous un gros bisou de loin, un gros bisou de confiné. Et en tous les cas, on vous remercie pour la confiance que vous nous donnez depuis maintenant quelques années. Voilà, alors moi, ce que j'entends, c'est que voilà, on n'est pas dans une location de salle... je veux dire une location de salle des fêtes traditionnelle. C'est pas on loue le vendredi, on vous donne la clé et débrouillez-vous. Eh oui, on est vraiment dans un accompagnement. On ne sait pas faire. On est un peu, on nous le dit, on a des maris qui nous le disent, vous êtes un peu des papas. Mais c'est pas alors parce que pendant 18, 24 mois, on rencontre nos mariés, on les suit, on les aide à préparer, on les conseille, on les laisse venir autant de fois qu'ils veulent. On partage leur stress. Voilà, on partage leur stress, on essaye. Et les rassurer. Bien sûr, on les rassure. Alors le stress s'en va jamais, je dis ça aux futurs mariés qui nous entendent. Le stress s'en va jamais, mais en tout cas, on essaie de les aider à en avoir moins. Parce qu'un mariage, c'est une grosse soirée pour des gens qui font ça. C'est quelque chose là, ça prend des fois, je vous dis, 24 mois. Et donc, c'est important d'aider parce que nous, on connaît, de les aider. Donc, voilà, donner, comme tu dis, des clés et puis leur dire à lundi, non, on ne sait pas faire. On va les accompagner pendant tout le week-end. C'est pas l'ambiance de la maison. Non, pas du tout. Alors, je crois que ça a avancé, cette salle. Et puis, à un moment, il y a eu un problème d'espace. Quand on en veut toujours plus... Oui. C'est ça. Alors, un matin, ça c'est pareil, ce sont des choses qui sont... un matin, j'ai des amis qui viennent me voir et on parlait, je leur montre la salle et ils me disent « Ah, elle est belle ». Et je dis « Mais elle n'est pas assez grande ». Et à un moment donné, cet ami me dit « Il faudrait que tu pousses les murs ». Et cette phrase a fait tilt dans ma tête. Et je retrouve Eric quelques heures après et je lui dis « Tu sais, on va essayer d'agrandir la salle ». Et bien sûr, la question était de se poser, mais de quel côté ? Comment pousser les murs ? Comment pousser des murs ? Et on avait derrière le fond de la salle, on avait un mur qui donnait sur un jardin. Et donc on a fait venir notre architecte, il a regardé comment les choses pouvaient se faire, et il nous a dit, banco, on peut faire un agrandissement de salle. Donc on a eu, il y a 3 ans, un agrandissement d'environ 100 mètres carrés. Ça a fait 3 ans ce mois-ci. Et donc ça a permis d'accueillir, je pense, des mariages beaucoup plus Alors aujourd'hui, nombreux. on a autorisation de 400 personnes dans la salle. Contre combien avant Environ 280, 290.
Ok, donc ça permet aussi d'avoir une jauge plus importante, je pense. Quand Oui. on parlait tout à l'heure de spectacle, de développement dans vos futurs projets. Alors, de spectacle, et puis même pour les gens, pour être moins serrés, pour avoir voilà, oui, bien C'est sûr. aussi important de se donner des challenges dans l'évolution d'une entreprise. Et c'est vrai qu'après quelques années à exploiter le lieu, une envie de modifier, de repartir avec le côté un peu moins glamour des costumes que l'on peut porter chaque week-end et de partir sur plutôt le casque de chantier, gérer les équipes et voilà, se mettre dans la poussière avec grand plaisir. Alors je crois qu'on verra tout à l'heure, justement, parce qu'il va y avoir un petit diaporama à la fin. Là, dans quelques instants, on va regarder quelques photos de cette belle salle. Mais tout à l'heure, il y aura dans un diaporama qui clôturera notre émission, on verra aussi, justement, je crois que c'est les derniers mariés qui ont fait le dernier mariage, qui se sont éclatés sur le mur. Alors, Exactement. comme quoi nos mariés sont aussi quelque part des gens qu'on aime bien, des amis, je le dis souvent, mais c'est vrai, parce qu'eux, ils nous avaient fait ils savaient qu'on allait casser le mur, ils savaient qu'on allait Juste casser le après mur leur après mariage. eux. Et quand on est revenu le dimanche, ils avaient tagué tout le mur qui devait être cassé en nous disant merci. Voilà, c'était très émotionnel. Voilà. En fait, c'est ça. Alors, si jamais ils regardent en ce moment ou le replay, c'était Noémie et Loane, Ouais. un mariage avec qui on a gardé contact. Et en effet, ils savaient très bien qu'on casserait le mur le lundi après leur mariage. Et le dimanche, souvent, c'est une journée où on est un peu plus en off et où on se repose un petit peu quand même si on est présent pour accompagner nos mariés. Et ils nous ont appelés vers 17h pour nous dire qu'ils étaient prêts à quitter les lieux. Et en fait, l'ensemble de leurs convives s'étaient réunis, nous attendaient dans la salle et avaient vraiment tagué le mur avec plein de petits mots sympas. Et voilà, quelques larmes pour clôturer l'aventure d'une salle qui allait bientôt prendre 100 mètres carrés supplémentaires. Et c'était un an de chantier pour nous. Et je pense que dès le lendemain, on tapait dans le mur. Et On le tapait dans lundi le mur. matin à Non, non, 8h30, on était sur le chantier. Mais c'est pour dire aussi que on a vraiment un rapport privilégié avec nos clients et on fait un métier, ce qui est magique, mais en même temps que c'est un métier de bonheur parce qu'on voit des gens heureux tous les week-ends. Voilà, puis c'est important aussi, quand j'étais en train de dire, le lendemain, vous tapiez dans le mur, c'est qu'il y a aussi tous ces métiers de l'événementiel, il y a la partie spectacle qu'on voit, Oui. mais il y a aussi toute la partie coulisses. Il y a les coulisses. Les coulisses qui sont tout aussi importantes, qui prennent d'autant plus de temps, mais c'est important, je pense, pour nos téléspectateurs Bien sûr. de montrer, voilà, une salle comme celle-ci, elle ne se fait pas d'un claquement de doigts, loin Non. de là. Les travaux ont duré presque un an pour l'agrandissement. Très bien. Je propose qu'on se regarde quelques photos. J'ai prévu enfin, tu m'as confié quelques Avec photos. plaisir. Et voilà, vous allez pouvoir bien les commenter en même temps. Donc voilà, une vue côté bar. Alors ça c'est le bar avec un salon qui est juste devant. Ça c'est quelques photos des extérieurs. Tout l'espace dédié aux cérémonies laïques. Voilà, nous avons un espace avec un kiosque pour les cérémonies laïques. Donc ça, c'est l'intérieur. Alors, on ne prend jamais de photos des mariés, on prend des photos des mariages. En fait, on le met exprès sur notre site de façon à ce que nos clients puissent trouver des idées éventuellement pour décorer leur table, décorer la salle s'ils le souhaitent. Je vais profiter, Guillaume, pendant que le Bien sûr. diaporama se diffuse. On a un petit mot de la propriétaire du camping, le Cardinal, Juste à côté. qui est juste à côté, qui nous dit qu'elle serait vraiment ravie de nous rencontrer. Elle travaille aussi beaucoup grâce au mariage que nous organisons. Donc, Edwige, nous pensons bien à vous et vraiment, ce sera un plaisir de vous accueillir ici autour d'un café. D'autant que moi, je suis allé dans ce camping cet été pour les rencontrer, ils n'étaient pas là, et j'ai un peu visité comme ça. C'est vraiment très bien. Ce camping est vraiment, c'est pas parce qu'ils sont voisins, mais c'est vraiment très bien. Alors, quelques photos ambiance cabaret. Alors ça, c'est une photo que j'aime beaucoup d'ailleurs. Il faut bien s'aimer un petit peu. J'aime beaucoup cette photo. Alors, c'était pris par un bon photographe aussi, et donc c'est des photos de différents spectacles qu'on a fait au cours des années passées ici. Pour les gens qui auront envie de venir passer un dîner-spectacle sur les Ducs de Richelieu, l'objectif, c'est vraiment de profiter d'un spectacle sur lequel l'autodérision est de sortie, où l'on ne se prend pas la tête, où l'on ne réfléchit pas, où l'on n'est pas sérieux, où l'on s'amuse et on savoure vraiment tous ensemble un hyper bon moment. En règle générale, c'est 2 heures de spectacle en non-stop et c'est une totale éclatance systématique. Et je valide exactement ce que tu dis pour Merci, l'avoir vécu Guillaume. Voilà, tu l'as côté vécu. technique. Et je pense qu'il y a certains de nos téléspectateurs ce soir qui ont Qui le été déjà connaissent, présents bien Qui sont sûr. chez nous tous les ans. ouais. Voilà, qui sont chez vous tous les ans et qui doivent se reconnaître dans ce que tu es en train de nous présenter. Très bien. 13 mars
Alors, 2020. là, on rentre là, c'est beaucoup moins joyeux. Le 13 mars, alors nous étions au Cambodge, parce qu'on en parlera tout à l'heure, nous avons donc une association depuis 10 ans qui, en premier, faisait manger des enfants, maintenant on les habille, on les éduque, on les envoie à l'école. Bref, depuis 10 ans, donc on va au Cambodge régulièrement. On y va en général à peu près 2 mois et demi, 3 mois, donc dans la période entre janvier et mars. On devait rentrer cette année début avril. Patatrac, le Covid fait que, eh bien, on doit prendre des dispositions un petit peu différentes. Et donc, on apprend que notre avion, prévu début avril, ne se fera pas, qu'il a été annulé. De là, on cherche à trouver les moyens de rentrer. Un autre premier avion à qui on demande si c'est possible nous dit oui. On paye et l'avion annulé. Alors, je précise qu'à chaque fois, ce n'est pas remboursé. Bref, et là, l'ambassade de France nous appelle en nous disant on a des problèmes avec les avions, le Quai d'Orsay n'a pas considéré le Cambodge comme un pays à rapatrier. Il va falloir trouver, si vous avez des connaissances en France, pour trouver une solution, pour retrouver un avion. Nous étions à ce moment-là environ 800 Français à devoir rentrer en France. Les choses ne se faisaient pas assez rapidement. Donc on a appelé en France, on a appelé plein de monde, on a appelé nos amis, on a appelé des gens qu'on connaissait, d'ailleurs toi aussi, on t'avait appelé. Et puis on a eu des gens qui nous ont beaucoup aidés et qui ont tout fait, alors dont je voudrais la citer parce qu'elle a été, même si je ne suis pas toujours d'accord avec les élus aujourd'hui, il se trouve que Mme Pavero, nous a beaucoup aidé parce qu'elle a sur une précédente émission. On a reçu sur oui, tu l'avais reçu. Donc elle nous a beaucoup aidé pour trouver des avions, donc pour faire revenir tous ces Français du Cambodge. Alors nous sommes revenus le 27 mars. Et alors moi j'aurais une question. Quand vous êtes là-bas, donc vous ne savez pas comment vous allez rentrer, mais je pense que dans un coin de sa tête, vous devez vous dire qu'est-ce qui se passe en France. Notre entreprise, qu'est-ce que ça devient? Vous apprenez qu'ici tout ferme? En fait, là, c'était un petit peu compliqué. C'est vrai que nous, on a connu le démarrage du Covid en étant déjà au Cambodge, puisque nous sommes partis début janvier et qu'on n'en parlait déjà pas en Chine. Donc, on a suivi ça de loin et en même temps de près, puisque le Cambodge a des relations assez particulières avec la Chine et les Chinois sont très présents sur ce pays. On a vu les choses évoluer de façon assez progressive et en effet début mars, on a senti la crise arriver vers la France et les pays européens. Et il y avait vraiment tout ce climat anxiogène de se dire qu'est-ce qui va se passer, comment vont s'organiser les entreprises. Croire que ça allait fermer, très honnêtement, alors Martial avait une vision peut-être un peu plus pessimiste et s'imaginer les choses avec beaucoup plus de pessimisme que moi. Moi, je gardais un optimisme assez naturel puisque c'est mon caractère et je me disais ça va durer 15 jours, 3 semaines. Quand il y a eu le discours de notre président, on a veillé puisqu'on a un décalage horaire de 6 heures avec la France et là, on est tombé des nues en apprenant que la France allait se confiner, que les commerces allaient tous fermer sous 48 heures, que les frontières allaient fermer. Et c'est vrai que pour des gens qui, comme nous, étaient à 10 000 km d'ici, beaucoup d'inquiétudes parce que souvent, et on en parlera, je pense, tout à l'heure, Martial en parlera, il y a des grands effets d'annonce. Et c'est vrai que le discours du président disait appelez les ambassades si vous êtes à l'étranger, aucun Français ne restera en dehors de ses frontières, tout va être mis en place. Le problème, c'est qu'entre ce que l'on entend et ce qui se passe réellement, eh bien, il y a à un moment donné un espèce de fossé qui se creuse. Et je vais rebondir sur ce que disait Martial. On a eu beaucoup de monde qui s'est mobilisé autour de nous puisqu'on était très inquiets de savoir comment on allait pouvoir rentrer. Non pas qu'on ne se sente pas à l'aise dans ce pays qu'on connaît très très bien et on a vraiment des repères là-bas, mais une entreprise à faire tourner ici. Et cette incertitude de savoir quand, comment tout allait se passer. Donc on a eu Isabelle Raimond-Pavero qui a vraiment été une actrice extraordinaire sur ce sujet, qui a vraiment fait du terrain, qui nous a passé des coups de téléphone à répétition pour nous rassurer, pour nous apporter des éléments sur l'évolution de la situation. Et on a pu finalement rentrer en France le 27 mars, avec un avion de rapatriement. Elle suivait en temps réel, parce que pour avoir fait le lien, elle m'a appelé avant pour être sûr que vous étiez à l'aéroport, avant pour être sûr que vous étiez dans l'avion,
ensuite pour savoir si vous étiez bien arrivé, ensuite si vous étiez bien chez vous. Elle a été très Oui, présente pendant Parce ce- qu'il y avait cette complication de se dire, une fois qu'on va arriver en France, qu'est-ce qui va se passer? Richelieu, l'aéroport de Charles de Gaulle, on n'est vraiment pas juste à côté. Plus de covoiturage possible, plus de trains, plus de location de voitures possible. Donc c'était un petit peu compliqué. Et puis ces problématiques liées aux attestations, aux règles qui étaient mises en place. Est-ce que les gens peuvent venir nous chercher? Est-ce que les gens ne peuvent pas? Est-ce que c'est un cas d'urgence? Est-ce que ça fait partie d'une nécessité? Enfin, il y avait un espèce de flou. Et finalement, on s'est fait ramener ici à Richelieu, mais ça a été vraiment très très compliqué et très anxiogène parce que l'air de rien, on n'avait vraiment pas de vision sur ce qu'était le virus Covid-19 et on s'est retrouvé pendant 12 heures dans un avion avec environ 420 personnes, des gens qui ne respectent pas forcément les règles, ça je dois le dire. Nous, on était dans un pays asiatique où les Asiatiques, on le sait, c'est un peuple qui est relativement soumis. Et en France, on est sur un comportement complètement opposé. Donc, quand on est arrivé dans l'aéroport déjà au Cambodge, c'était des gens qui se collaient, qui ne voulaient pas respecter les règles. Et quand on est arrivé à Charles de Gaulle, et c'est là où l'on a vu que c'était une gestion de la crise qui était assez compliquée en France, c'est que finalement, on vous faisait des grands effets d'annonce et on voyait bien que tout le monde sortait de l'aéroport sans se poser de questions, pas de prise de température, pas de contrôle. Il n'y avait vraiment rien qui n'était mis en place. Les gens sortaient de l'aéroport et malheureusement, je pense que l'on peut assez facilement comprendre les raisons pour lesquelles le Covid s'est vraiment vite développé dans nos pays européens. Très bien, donc ça y est, vous êtes revenu à la maison, confiné, comme nous tous. Et là, Alors là, dans tous nos malheurs, on a une chance. On vit à la campagne. C'est-à-dire que c'était le début du printemps, il faisait beau, on était bien, mais on était l'esprit tranquille parce qu'on se disait, on a des assurances. Alors on y vient vite là, mais on a des assurances qui s'appellent les pertes d'exploitation. Et donc, pas inquiet, parce qu'on se rendait compte, on ne savait pas très bien où on allait aller, on s'interrogeait entre professionnels, restaurateurs, traiteurs. voilà, alors, c'est important aussi, je crois que c'est à ce moment-là, c'est un peu toi qui as l'initiative. Il y a eu un groupe Facebook, Eric, que tu as lancé, du monde du mariage, on va dire. Exactement. Voilà, les partenaires du mariage, parce que, alors, je vais faire des parallèles là, mais c'est vrai qu'on en a parlé l'autre jour avec Émilie du côté de Artemoda Factory, on en a parlé avec Olivier et l'autre jour avec la Fédération des logis. Je crois que c'est important, vous avez créé un réseau qui existait peut-être déjà un peu, mais vous l'avez renforcé, je dirais. Oui, on a fédéré quelque chose. L'idée, ça a été de mettre en contact plusieurs professionnels du mariage via un groupe Facebook privé, de manière à ce qu'on puisse tous ensemble échanger sur quelles étaient nos inquiétudes, quelles étaient les solutions qu'on allait pouvoir avoir. Et puis, très vite aussi, une prise de conscience sur le fait que le monde du mariage était un des grands oubliés, puisqu'il y avait des réouvertures qui étaient possibles, mais l'interdiction de soirées dansantes, l'interdiction des mouvements, et finalement, une espèce d'incompréhension de la part de nos grands politiques qui gouvernent notre pays, de se dire les gens peuvent se marier et nous derrière une réalité tout autre, c'était nos clients paniqués au téléphone et on a passé des heures et des heures et des heures avec chaque client au téléphone parce que en effet comment se marier dans des conditions qui étaient celles que l'on a tous connues. Est-ce qu'il va falloir porter le masque? Est-ce que l'on va pouvoir bouger? Est-ce que l'on va pouvoir vraiment profiter de la fête? Vraiment, voilà, quel contexte va nous être offert pour pouvoir se marier? Voilà, quel va être mon mariage par rapport au mariage qu'on connaît, sûr, très festif, exactement, très... bien sûr. Et ça, Je pense que... Voilà, Pardon, vas-y. je pense que ça, nos élus l'ont vraiment pas cerné. Ils commencent aujourd'hui à s'interroger sur ça, mais pendant des mois, on a parlé des protocoles sanitaires qui pouvaient être mis en place, et après, un système de réouverture possible, mais une réouverture dans quelles conditions? Et on prend très vite conscience que les conditions de réouverture qui sont proposées ne sont pas du tout en adéquation avec le mariage. Alors, il faut savoir aussi qu'après avoir tout fait, comme il nous avait dit, Visiblement, il y a une progression. les protections, les masques, le gel, quand tout était le fait, Sandbug. on nous a dit, non, vous allez fermer. Alors, bien sûr, les bras nous tombent. Moi, je pense qu'on a été une profession qui a été stigmatisée. Comment dire, la restauration, l'événementiel, tout ce qui touche autour, bien sûr, les boîtes de nuit, bien sûr, on a vraiment été sacrifiés. Au nom de quoi, on ne sait pas vraiment. Mais en tout cas, on a été vraiment sacrifiés. Ce que n'ont pas voulu comprendre nos politiques, c'est que, en fait, quand on est sur l'organisation d'un mariage, c'est entre 2 et 1 an à l'avance.
Et en fait, on n'a pas nos clients qui peuvent nous attendre à la porte avec une robe blanche en se disant « Est-ce que vous allez rouvrir la semaine prochaine ?» Nous, on a vraiment cette complexité dans notre univers professionnel de devoir travailler avec énormément d'anticipation et en effet, avoir les clients qui ont besoin de pouvoir anticiper avec leurs invitations, avec les consignes à donner à leurs invités, avec la façon dont les choses allaient pouvoir se mettre en place. Et je pense que malheureusement, sur le monde du mariage, la crise, elle n'a pas été que sur mars, avril et mai, elle n'a pas été que sur octobre, novembre et décembre, mais elle va continuer sur 2021 puisqu'il a fallu modifier beaucoup de dates, il a fallu replacer nos clients et on mange les plannings des années suivantes avec ce qu'on était censé faire cette année au détriment de nouveaux mariés et avec un climat anxiogène qui fait que les futurs mariés ont aussi beaucoup de mal à se projeter, à savoir dans quelles conditions on va pouvoir se marier sur les prochains mois. Est-ce que l'on reprend des mariages sur 2021? Est-ce que l'on repousse à 2022, 2023? Et on prend conscience très vite avec Martial que l'on est sur des organisations aujourd'hui d'événements sur du beaucoup plus long terme. Ça veut dire qu'on a beaucoup de clients qui nous contactent pour des mariages sur 2022, 2023, alors qu'il y a 5 mois en arrière, on n'était que sur mi-2020. Alors, je vais intervenir, les petits soucis techniques. Hein. Oui. On va faire un petit changement de micro, parce qu'apparemment, on a un petit souci de micro sur celui de... Hop, voilà, on préfère stopper 2 secondes et améliorer le son, plutôt que de continuer avec un son... Moi, je voulais juste dire que nos établissements, et le tien d'ailleurs aussi, les traiteurs, les restaurateurs, voilà, on fait quand même vivre un système économique français à travers nos impôts, nos taxes, nos charges, notre TVA que nous payons, nous, en France. Alors, je ne vais pas balancer sur les entreprises qui vendent beaucoup de choses via le net et qui ne payent rien en France, mais, encore une fois, il y a des questions que je me pose. Et après, on entend des effets d'annonce. Alors, moi, je dis que c'est du blabla. Je me souviens d'un ministre des Finances, qui s'appelle M. Bruno Le Maire, dire au tout début du confinement, aucune entreprise, quelle qu'elle soit, petite ou grande, ne restera sur le bas-côté de la route. Alors je voudrais lui dire aujourd'hui, puisqu'on est en direct, que moi je ne considère pas avoir été mis sur le bas-côté de la route, mais qu'ils nous ont jetés dans le fossé. On va beaucoup plus loin. Alors, moi, la question que je me pose, c'est pourquoi? Alors je vais dire comme Zola le disait, j'accuse. J'accuse certains de nos politiques de laisser pourrir nos situations. Alors ça s'appelle bien sûr de non-assistance à entreprises en danger. Il y a des suicides de commerçants qui se sont installés. Je pense à cette jeune fille de 24 ans en Belgique, coiffeuse, qui s'est suicidée parce qu'elle ne pouvait pas travailler. Pour être plus près en France, à cette restauratrice qui se trouve dans le Morbihan, 36 ans, qui s'est suicidée parce qu'on lui a interdit d'ouvrir. On va où comme ça? Et les dépressions sévères. Et les dépressions sévères qui se profilent. Les faillites annoncées. On va où? Que fait l'État? Que font nos politiques? Alors on va pas aller très loin parce qu'il est très facile d'attaquer le président, ses ministres. Mais que font nos politiques locaux? Je pense à ma députée. Je pense au président de la Comcom. Je pense au président du conseil général. Je pense au président du conseil départemental. Tous ces gens-là, ils sont où? Que font-ils pour nous? Ils vont nous laisser combien de temps? Moi, j'ai passé, je crois, des coups de fil. Allez, avec la chambre de commerce, j'ai dû téléphoner tous les 3 jours. Avec la préfecture, j'ai dû appeler tous les 4 jours. Avec la députée, que j'ai eu beaucoup de mal à avoir, car j'ai réussi à l'avoir la veille du dernier confinement, alors que j'essayais de la joindre depuis le début du premier confinement, c'est-à-dire au mois d'avril. Bien sûr, j'avais ses collaborateurs. Mais comme on dit, il vaut mieux s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints. Donc je souhaitais avoir Mme Colbock au téléphone, et il a fallu une prise de bec avec une de ses secrétaires, ou plutôt attachée parlementaire, pour qu'elle puisse enfin me téléphoner, pour me dire rien. Ils ne peuvent rien faire, ils ne savent rien faire. Donc oui, je les accuse d'immobilisme, d'incompétence. Peut-être que s'ils m'entendent, ils ne vont pas être contents. Et d'ailleurs, je leur donne un droit de réponse à travers ta télévision. Mais moi, je voudrais comprendre quelles sont leurs attitudes.
il faut quand même savoir que ces gens-là, et je prendrai juste l'enveloppe de notre député, qui quand même, après des recherches, fait que un député de notre circonscription, il y en a 4, je crois, en Touraine, a une enveloppe de 23 500 euros par mois. C'est pas moi qui le dis, le chiffre, on peut le trouver sur Internet comme on veut. 23 500 euros par mois. Pour nous dire quoi? Rien. Sans compter, Martial, sur les possibilités de cumul. Alors même si aujourd'hui il y a des réglementations qui se sont mises en place, un élu tel qu'une députée qui aurait un mandat local peut percevoir jusqu'à 2800 euros, je crois, d'indemnité supplémentaire, limitée à 2800 euros. Mais aujourd'hui, on est quand même sur des sommes qui sont colossales. Et là où disait Martial, en effet, sur l'interrogation que l'on peut avoir de ce que font ces députés, c'est qu'on a eu pendant quelques instants au téléphone Madame Colbock, après maintes et maintes négociations pour pouvoir parlementer avec, comme disait Martial, entre guillemets, le bon Dieu plutôt que ses saints. Nous avons été rappelés à l'ordre par l'un de ses attachés parlementaires qui nous dit qu'il nous invite à lire le travail qui est effectué par notre député, qui a, c'est vrai, posé une question à l'Assemblée nationale, je crois, sur le mois de juin ou le mois de juillet, pour parler sur... Ah, mon micro ne fonctionne pas. Ouais, alors, je vais juste reprendre, moi, en disant que... Pour parler sur le monde du mariage, une interrogation faite à l'Assemblée nationale. Mais aujourd'hui, quand on gagne des salaires aussi importants que gagne une députée, le travail n'est pas simplement de poser une question. Moi, j'ai envie de dire, Madame Colbock, poser une question, c'est bien. Se battre pour obtenir une réponse, c'est encore mieux. Parce que malheureusement, aujourd'hui, la question posée par Fabienne Colbock auprès de l'Assemblée nationale au mois de juin est toujours sans réponse de la part du gouvernement. Alors, on ne va pas attaquer notre député. Moi, je peux vous donner, vous citer un autre attaché parlementaire qui se trouve être un attaché parlementaire du député Daniel Labaronne, qui m'a dit au mois de mai, monsieur, en tant que chef d'entreprise, il va falloir apprendre à perdre de l'argent. Les bras m'en tombent. Les bras m'en tombent. Écoutez, moi je vous propose qu'on fasse une petite pause de 2 minutes, quelques images de Richelieu. Le temps de gérer, on va pas le cacher, gérer les petits soucis de micro. Il se passe, on a un petit problème technique de micro. Comme ça, on va le gérer pendant ce temps et on se retrouve dans 2 petites minutes. À tout de suite.
nous revoici, nous revoilà. Un petit test, s'il te plaît. Eric, si tu peux dire un petit mot. Est-ce que vous m'entendez mieux? Voilà, déjà on a plus de son, vas-y. 1, 2, 1, 2, 1, 2. On attend vos commentaires pour savoir Ouais, si sachant le son qu'on a passe un petit beaucoup mieux. décalage. Voilà. Martial, Eh ben, moi, ça marche bien, je voilà. le sens. Voilà. On est revenu avec vous. Excusez-nous, ça fait partie. Voilà, il faut gérer la technique en même temps, c'est pas toujours simple. Donc, hop, et nous revoici sur notre plateau. Je vous rappelle qu'on est toujours avec les Ducs de Richelieu, cette magnifique salle du sud-ouest Touraine. Sud-ouest, vraiment, on est vraiment dans le sud-ouest Touraine, à Bressoufet, juste à côté de Richelieu. On a présenté dans une première partie eh bien, cette belle salle, toute cette aventure humaine, toute cette aventure avec ces rencontres, avec ces mariés, toute l'activité. Et puis là, on en était eh bien, à cette arrivée du Covid, de cette crise sans précédent, et au coup de gueule de Martial. Alors, c'est le coup de gueule de Martial, mais qui parle aussi plus largement au nom des commerces. Bien sûr, mais alors, je vais exclure par contre de mes coups de gueule ou de mon coup de gueule, volontairement, je vais exclure les maires, parce que je pense que les maires dans les petits villages, dans les petites villes, ont un travail de fou avec en plus des responsabilités qu'ont souvent pas des élus plus importants et mieux payés. Donc, et d'ailleurs, je voudrais dire que moi, j'ai eu la visite de mon maire à Bressoufet, j'ai aussi la visite de M. Martegut, qui est le maire de Richelieu, avec qui d'ailleurs nous avons eu une aide alors je le dis, alors Eric en parlera mieux que moi, mais l'aide est de 3 660 €, c'est bien ça? 3 666. Voilà, 3 666 € et qui vient du département. Exactement, voilà. C'est un fonds qui est nommé le fonds FIDIT, qui nous a été attribué suite à une intervention de M. Martegut, puisque nous étions sur le lancement de travaux d'amélioration pour la salle de réception et le site, puisque nous avons également les gîtes. Et en soutien lié à la crise Covid, le département nous a attribué une aide de 3 666. Alors je vais peut-être devancer Martial, c'est vrai qu'on ne sait toujours pas pourquoi on a cette aide avec ce montant si précis, puisque le fonds était largement supérieur et nous avions des devis et des besoins qui allaient jusqu'à 50 000 €. Mais en tous les cas, voilà, on nous a attribué 3 666. Alors, on ne va pas cracher dans la soupe. Il y a des entreprises qui, malheureusement, n'ont pas eu ces aides. Et en tous les cas, voilà, merci, M. Martegut, d'avoir entraîné notre dossier vers le département. Alors justement, en parlant d'aide, vous avez eu quand même quelques aides. Alors on parle là de celle-ci. Est-ce qu'il y a eu, on a entendu parler, tout le monde a entendu parler de l'aide des 1 500 €. Alors, ça fait partie des aides. Oui, je vais y venir. Alors, je pensais parler de ça un peu plus tard, mais voilà, nous, on n'a rien à cacher. Actuellement, nous avons une perte, donc contrat à l'appui, contrat signé, qui est de 124 000 €. Premier confinement, deuxième confinement, le nouvel an, ça fait 124 000 € de perte. Des mariés, donc, comme disait Eric, qui ont été reportés l'année d'après, voire en 2022-2023. Et nous avons eu de l'État 16 800 €, qui correspondent à ces 1 500 € par mois, qui sont donc donnés pour aider les entreprises à payer leurs charges fixes. 1 500 €, c'est une charge qui, pour certains, est intéressante. Mais si je prends par exemple notre exemple, 1 500 €, ça correspond à 40%. Nous, on a 3 280 € de frais fixes par mois. Quand on nous donne 1 500, bien évidemment, on perd 1 700, en gros, j'arrondis. Donc, pourquoi devrait-on avoir que 13,5% de notre chiffre d'affaires perdu? Pourquoi il nous manquerait 86%? Comment allons-nous tenir? Alors, le premier confinement, je me souviens d'un parlementaire qui avait dit « Ah, les petits commerçants, les petites entreprises, ils ont toujours des systèmes D. » Oui, pour le premier confinement, certains ont réussi à passer le cap, à tenir. Mais d'autres... Comme je dis, on arrive à se réinventer une fois, mais à un moment, on ne peut plus se réinventer. On ne peut plus. La deuxième fois, c'est beaucoup trop compliqué. On ne peut plus. Quand on me dit au téléphone, alors là, je ne parlerai pas, enfin, quelqu'un à la préfecture qui me dit « il faudrait couper votre EDF ». Oui, on a une salle de 500 mètres carrés, il y a des alarmes, il y a des systèmes de sécurité. Si je coupe EDF, j'ai plus. On me dit il faut couper l'assurance. Oui, si j'ai plus d'assurance et qu'il y a un incendie ou un dégât des eaux, je ne suis pas remboursé. On me dit aussi il faut arrêter la publicité. Oui, on a de la publicité qui est payée à l'année, mois par mois. Si j'arrête ma publicité, je n'aurai plus rien. Donc à un moment donné, nos frais fixes, et bien sûr nos crédits, ne peuvent pas s'arrêter. Ils doivent continuer. Et tu es bien placé pour le savoir, tu as le même problème que nous. Donc, en fait, on nous a abandonnés, j'insiste lourdement, on nous a abandonnés. Alors,
pour revenir à ce que tu me posais tout à l'heure comme question, oui, nous avons bien sûr en premier alerté notre assurance. Alors justement, l'assurance, je pense qu'il y a certains de nos téléspectateurs, parce qu'il y a eu un gros coup médiatique. Alors, le coup médiatique, il n'a pas été, comment dire, fait pour embêter quiconque. Vous savez, c'est pas agréable, on a autre chose à faire que de rester enchaîné pendant une semaine à un totem des sièges sociaux d'une assurance pour se faire entendre. Mais il faut savoir qu'avant de pouvoir les rencontrer, on avait téléphoné environ 4-5 fois au siège social, personne ne voulait nous prendre, je voulais avoir le président, directeur général de ces assurances, il ne voulait pas me prendre au téléphone. Donc à un moment donné, nous sommes allés sur place. Et puis pour nous faire entendre, on s'est enchaîné. On s'est enchaîné et ils ont mis une semaine à nous demander d'éventuellement de se rencontrer autour d'une table. Une semaine, 8 jours. Oui, on a la chance d'avoir parmi nos relations des amis qui sont dans le milieu journalistique. Ben, ils nous ont aidés aussi. Certains sont venus et puis d'autres, ça a fait boule de neige. Donc ça a été au départ du régional et c'est devenu du national. Le but n'était pas encore une fois, d'ailleurs on n'était que tous les deux, Eric et moi, on a eu des gens extraordinaires qui se sont arrêtés pour nous apporter des cerises, je me souviens, des sandwichs, des bouteilles d'eau. Donc on a vraiment eu une vraie solidarité. Et alors justement, ça a donné quoi? Est-ce qu'on a un résultat de Alors, tout ça? pour l'instant, il n'y a aucun résultat. Il n'y a aucun résultat. Aujourd'hui, nos avocats discutent avec leurs avocats et on attend, on espère, une suite en tout cas, heureuse pour nous et puis on verra. Donc rien pour l'instant, mais de toute façon, on n'en restera pas là. Les choses, si vous voulez, devront bouger à un moment donné. Parce que les assurances ont été... Alors là, pour moi, c'est la cerise du gâteau, on va dire. Ils ont été les pires dans cette situation. C'est-à-dire qu'ils ont payé très peu ou pas du tout. Plein d'entreprises qui se sont retrouvées à avoir payé des pertes d'exploitation. Moi, ça fait 15 ans que je paye une perte d'exploitation en pensant être couvert. Et là, on me dit, c'est une pandémie, manque de chance. Ce n'est pas une épidémie. Tout ça pour un petit mot. Pour un petit mot, mais en même temps, c'est même la solidarité qui n'intervient pas. Excuse-moi. On a demandé aux banques de faire des PGE. L'État a imposé aux banques de faire des PGE. On accepte, on adhère ou on n'adhère pas au PGE. En tout cas, les banques ont écouté l'État. Ils ont fait des PGE. Les assurances n'ont pas mis la main à la poche. Elles nous ont laissés, et il y a des entreprises qui mourront à cause des assurances. Mais il y a déjà des entreprises qui meurent, et là où c'est compliqué, que ce soit notre problématique avec nos assurances ou que ce soit d'autres assurances, on voit qu'aujourd'hui, les assurances se sont cachées derrière tout un tas de pseudo-chiffres qui ont été sortis d'un quelconque chapeau magique, puisque rien n'a été vraiment calculé. On a eu au départ un monsieur Bruno Le Maire qui a annoncé qu'il allait falloir que les assurances mettent la main à la pâte, et après une réunion avec les assurances, puisqu'on sait qu'il y a un lobby très très important, eh bien on s'est entendu dire pauvres petites assurances, elles ne peuvent pas faire face à la crise. Et aujourd'hui, ce qui est d'autant plus déplorable, c'est qu'on voit partout sur les réseaux sociaux, on voit dans nos réseaux de professionnels avec lesquels on bosse, des gens qui reçoivent des courriers de leurs assurances. Aujourd'hui, les assurances travaillent sur les nouveaux contrats, modifient les règles, et pour ne pas avoir de lectures qui pourraient apparaître pour elles comme des mauvaises lectures, disent à leurs clients, c'est soit vous signez avec une exclusion totale des fermetures administratives pour maladies contagieuses, puisqu'on l'exempte de vos contrats, et si vous ne voulez pas signer cette nouvelle clause, eh bien, c'est fini, le contrat est rompu. Et ce qui se passe aujourd'hui pour nous, sans vouloir dévoiler de secret de polichinelle, c'est que nous avons reçu, il y a très peu de temps, des courriers de l'assurance auprès desquels on est allé faire front après le premier confinement, et ils nous font une rupture de la totalité de nos contrats pour un motif qui nous paraît complètement aberrant. Une perte de confiance. Voilà, j'ai la feuille là. Qui perd confiance on a été viré en gros. On a été viré. Et ça c'est assez fou de penser que, en fait, très vulgairement, on est vraiment tenu par la culotte, par des grands groupes et des grandes institutions financières qui, finalement, je pense, n'en ont pas grand-chose à faire de savoir qu'une grande majorité des petits commerces aujourd'hui en France feront faillite. Alors, quand on me dit qu'il faut s'estimer heureux, que dans certains autres pays d'Europe, il n'y a pas toutes ces aides, que les assurances ne peuvent pas agir puisque la pandémie est quelque chose de mondial, il faut quand même prendre conscience que les assurances françaises assurent un travail
en France, puisque vous ne pouvez de toute façon, si vous étiez propriétaire d'un appartement en Espagne, pas vous faire assurer par une compagnie française, puisqu'elles doivent rester dans leurs propres frontières. Et quand on me parle des aides de l'État qui sont données par rapport à la France, alors que ça n'existe pas sur les autres pays, mais j'ai envie de dire, mes impôts, mes charges, je les paye en France, je ne les paye pas en Espagne, je ne les paye pas en Italie, je ne les paye pas en Pologne ou en Allemagne. Nous sommes en France, notre société est basée en France, nous payons nos charges fiscales en France, donc je ne vais pas aller solliciter l'aide d'autres. Je me retourne vers la France. Et c'est vrai que c'est assez fatigant aujourd'hui de nous entendre dire « mais la crise est mondiale ». Oui, la crise est mondiale, on le sait bien. Alors aujourd'hui, les entreprises sont un petit peu plus soutenues par l'État, mais il y a un moment donné, je pense que le wagon, il arrive quand c'est trop tard. On sait qu'avec ce deuxième confinement, les entreprises ne peuvent pas aller plus loin. On sait qu'il y a énormément d'entreprises qui vont faire faillite, qui ont déjà déposé des dossiers auprès des administrations pour pouvoir clôturer et solder leur société avant de se noyer complètement. Donc c'est bien aujourd'hui de donner des fonds de solidarité qui sont beaucoup plus importants, puisque c'est vrai qu'il ne faut pas cracher dans la soupe. Il y a des grandes entreprises aujourd'hui qui vont être aidées à hauteur de 200 000 euros. Alors je voudrais bien évidemment que les gens qui nous regardent ne se disent pas mais avec 200 000 euros ils vont s'en sortir. Ce n'est pas des petites entreprises comme les nôtres qui vont toucher 200 000 euros. Les rapports ne sont pas les mêmes. Bien sûr. On n'est pas du tout sur ces rapports-là et nous on est sur des chiffres qui sont bien inférieurs à tout ça et qui ne permettront à beaucoup de ne pas s'en sortir. Mais il aurait peut-être fallu penser à faire une antériorité. Le premier confinement a démarré en mars, on a fait fermer les entreprises sur mars, avril, mai, juin pour le système de restauration. Nos entreprises de l'événementiel et du mariage n'ont pour beaucoup pas repris du tout, ou ont repris vraiment avec très très peu, donc on est sur une année blanche. Et aujourd'hui, on nous dit on va prétendre à des fonds qui sont plus importants. Mais les entreprises ont déjà le nez sous l'eau. Les gens sont déjà en train de se noyer. Il est malheureusement un peu tard. Alors moi, j'aimerais que nos politiques, si ils nous entendent, qu'ils se disent, eh bien oui, on a fait fermer les entreprises avant, on rattrape le retard. On arrive bien à mettre des choses en place. Je lisais le commentaire de Monique, sans vouloir rentrer dans des débats complètement politiques, mais qui dit, en effet, on voit qu'aujourd'hui, on est sur un monde qui évolue à deux mesures et on est sur une France qui évolue à deux mesures. Il y a des entreprises qui récupèrent un max d'argent et il y a aussi des institutions, il y a aussi des non institutionnels. Quand on voit un monsieur comme Carlos Ghosn, par exemple, pouvoir récupérer de l'argent de partout, que ce soit du privé, que ce soit du public, s'en mettre plein les poches, ne pas être condamné. Et nous, petites entreprises, on a toute cette espèce d'épée de Damoclès et on a cette condamnation à devoir, à un moment donné, fermer si la situation n'évolue pas. Alors, moi, j'avais quelque chose aussi à dire. Je me pose toujours des questions. Depuis, on a le temps, quand on est confiné, de se poser plein de questions. Je me posais la question de savoir comment étaient payés tous nos élus. Que ce soit la députée, que ce soit la sénatrice, que ce soit la préfète, que ce soit... Alors, je ne parle pas des fonctionnaires de mairie, je ne parle pas de ça. Je parle vraiment des élus, ceux qui ont des enveloppes importantes. Ils sont en général payés avec les bénéfices de nos entreprises. Ce n'est pas les gens qui sont ni au chômage, ni au RSA, qui peuvent s'autoriser à penser à payer les gens qui sont nos élus. Avec quel argent sont-ils payés, puisqu'il y a de moins en moins d'entreprises qui travaillent, il y a de plus en plus de faillites. Comment font-ils? D'où vient cet argent qui paye nos ministres, nos députés, bref, je ne comprends pas. Donc je me pose des questions, parce que la solidarité, elle devrait passer, puisqu'on nous demande, nous, d'être solidaires, elle devrait passer par tout le monde. Pas uniquement par des entreprises et des petits commerces, et puis bien sûr que nos élus continuent de toucher impunément leur salaire, ou en tout cas leur enveloppe. Alors, dans les questions que je me pose, il y en a une qui est assez récente, c'est ce rapprochement religieux. Alors, j'ai rien contre les religieux, je voulais juste quand même signaler qu'on n'est pas dans un pays qui est exclusivement catholique, et donc ce serait intéressant de dire que toutes les religions ont le même droit. Bizarrement, il n'y en a qu'une qui a le droit. Donc on se retrouve aujourd'hui à avoir eu la semaine dernière un rapprochement religieux, notamment à Tours, Poitiers, mais il y a eu 30 villes, entre 200 et 300 personnes, et donc ça a été le week-end du 15 novembre, vers les 16h30, qui ont eu le droit de faire un rassemblement de rue. Tout rassemblement était interdit, il ne fallait pas rester plus d'une heure, encore moins d'être statique,
Comment ont-ils fait? Et Sans, puis là, sans vouloir polémiquer, Martial, j'appellerais même, et c'est un autre débat, mais j'appellerais ça une prière de rue, alors que nous sommes dans une république laïque et que les prières de rue sont, rappelons-le, interdites. Et je pense que personne ne me contredira aujourd'hui. Si à la télé on montre des musulmans faire une prière de rue, la France entière va se retrouver profondément choquée, alors qu'elle ne l'est pas quand c'est quelqu'un de catholique qui fait une prière de rue. Moi, autant dire que ça me choque à la même enseigne. Mais on était en pleine période de confinement, et là où je rejoins Martial, c'est que je n'arrive pas à comprendre pourquoi finalement, puisqu'il n'y a pas d'autorisation de se regrouper, puisque les sorties étaient limitées à 1 kilomètre, à 1 heure, mais que font les forces de l'ordre dans ces cas-là, puisque l'on veut un pays et que l'on veut gérer vraiment le pays? Pourquoi on n'envoie pas à ce moment-là, puisqu'on sait que ces manifestations ont lieu, les forces de l'ordre verbalisées, puisque voilà, ça n'a pas été fait. C'est une règle. On le sait, en disant, La règle est la même pour tous. les gens ne sont pas là. Chaque personne qui est devant cette église en train de prier pour pouvoir avoir une réouverture des églises, eh bien, je suis désolé, puisque c'est le cas de toi, de Martial, de moi ou de tous ceux qui nous regardent, si jamais ils vont faire une course au mauvais endroit, eh bien c'est 135 € d'amende. Les 135 € d'amende devraient être les mêmes pour tout le monde. Et ce qui est dramatique aujourd'hui, je pense que Martial en parlera tout à l'heure, c'est qu'on se rend compte finalement avec les règles de déconfinement progressif qui sont mises en place, qu'aujourd'hui les églises avaient le droit d'accueillir jusqu'à 30 personnes. Alors je m'interroge à me dire, finalement, 30 personnes dans une église, par contre les restaurants, il ne faut pas y aller parce qu'il y a un risque de contamination. Alors qu'on sait quand même pertinemment que les premières vagues de Covid, elles ont quand même été assez excessives quant aux grands rassemblements religieux, notamment sur la région de l'Est. Alors là pour moi, c'était un coup de Trafalgar de l'État. Parce que ce week-end se tenaient justement des réunions pour autoriser ou non un 30%, je crois que c'est ça, d'autorisation de gens dans les églises. Donc une église qui a 400 personnes, ça fait environ 130 personnes dans l'église. Et je pense d'être un peu sur le même système qui a été imposé à nos petits commerces, c'est-à-dire les 8 mètres carrés. Mais bien sûr. Oui, mais on ne l'est pas pour nous. Mais pas pour les restaurants. Mais pas pour nous. Quelle différence il y a entre un restaurant, dans des restaurants, dans des entreprises comme la tienne, pour accueillir des enfants sur un parc de loisirs en intérieur, sur nous, des salles de réception, on nous prive de pouvoir travailler alors que finalement, on autorise d'autres. Il y a ces espèces d'incohérences, mais que l'on retrouve sur tout un tas d'autres sujets, que ce soit les écoles. Voilà, cette crise est gérée. Alors, je ne voudrais pas gérer la crise à leur place. Je pense qu'on avance avec un espèce de brouillard qui est impressionnant et l'on doit se débrouiller pour avancer. Mais en attendant, on est en train de monter encore un petit peu plus les Français les uns contre les autres, et je trouve que c'est vraiment la position la plus dramatique que l'on pouvait voir arriver. La seule raison qu'on s'est dit ce week-end, c'est que peut-être le corona n'aime pas les églises. C'est ironique, hein. Peut-être qu'il n'a pas envie de rentrer dans une église qui reste juste à la porte. Parce qu'à croire ce qu'on entend, eh bien, on va pouvoir, au niveau du culte français, se réunir à nouveau. Alors, voilà, c'est des questions que je me pose. Pourquoi, encore une fois, on a cette liberté pour les uns, cette interdiction pour les autres? Quelle différence il y a entre un restaurant qui peut mettre 30 personnes dans son restaurant et une église donc, qui peut en recevoir 130? Je ne vois pas pourquoi certains peuvent et certains ne peuvent pas. Les règles ne sont pas les mêmes, donnent l'impression de ne pas être les mêmes pour tout le monde. Tout à fait. Non, alors que finalement, juste pour faire une petite pointe d'humour, si finalement on veut voir un homme en robe, on peut vous promettre que sur une soirée cabaret au Duc de Richelieu, on peut vous faire une super Conchita Wurst. Et si vous vouliez voir, à raison de 130 personnes dans 400 mètres carrés, des hommes en robe, vous pouvez venir chez nous pour une soirée cabaret. Je t'avais prévenu qu'on ne ferait pas que du sérieux, on ferait aussi un peu d'humour. Ah, mais c'est ce que j'aime, c'est voilà. ce qu'on aime aussi sur notre Web TV. Moi, j'ai une question. Là, face à toi, face à vous, il y a notre président, Emmanuel Macron. Ce sera vraiment le mot pour conclure vraiment ce moment. Qu'est-ce que vous auriez à lui dire? Alors, moi, c'est très simple. Je lui dis bravo pour ce qu'il a pu faire, parce que je ne crois pas que ce soit un problème français. Je crois que l'Europe, le monde entier a été surpris par ce virus et que chacun ne s'y attendait pas. Il y a ceux qui pensent que tout ça s'est organisé. Moi, je pense que c'est bêtement un virus qui s'est échappé d'un laboratoire et malheureusement, voilà, il faut le subir. Et moi, ce que je demande au président, c'est de vouloir aider. Il faut qu'il aide complètement. C'est-à-dire que les petites entreprises, comme les nôtres, comme la tienne, devraient toucher
Eh bien oui, on a donné 84 ou 85% aux salariés, et bien on devrait donner aux entreprises, pareil, le même montant, environ 85% de leurs pertes. Parce qu'il ne faut pas quand même oublier que le salaire d'un chef d'entreprise, c'est son entreprise. Le salaire d'un salarié, c'est son salaire tous les mois. Le salaire d'un chef d'entreprise, s'il n'a pas d'argent dans une entreprise, le patron ne se paye pas. Ça, beaucoup ne le savent pas. Et il nous est arrivé à nous, Eric comme moi, quand on a débuté, de rester des mois entiers sans se payer parce qu'on débutait. Tout ça, c'est des choses qui existent. On ne s'en plaint pas. 14 ans après, quand tout fonctionne et qu'on se retrouve comme ça en perdant tout, c'est plus une petite somme. 124 000 €, c'est plus une petite somme. Donc, moi, ce que je demanderais à M. Macron, et en tout cas au ministre de l'économie, c'est de mettre tout le monde sur un même terrain, à égalité. C'est-à-dire 84%, 84% pour tout le monde. Voilà ce que je lui demande. Tu sais, je pense que si j'avais un mot à dire à nos politiques, Guillaume, ce serait vraiment de venir voir, de comprendre ce qui se passe sur le terrain. Sur le terrain, de venir découvrir. Et de prendre nos conscience. entreprises. Tu sais, dans les aberrations, je voudrais que le gouvernement arrête de se cacher derrière des grands effets d'annonce. Aujourd'hui, la solution qui a été la plus importante, qui a été proposée aux entreprises, c'est un prêt garanti par l'État. On nous a dit, à maintes et maintes reprises, on vous aide, on vous propose des prêts garantis par l'État. Mais ça porte son nom, c'est un prêt. Ce prêt garanti par l'État, c'est une aide pour qui ? Ça va être considéré pour une aide pour les malheureuses entreprises qui auront fait faillite, puisqu'en effet, les banques seront payées à 90% de la somme prêtée par l'État. Mais pour les entreprises qui vont réussir à faire face et qui apprendront à se relever de cette crise, eh bien, les 15 000, 20 000, 50 000, 100 000 € qui ont été empruntés, il faudra le redonner. Donc, en fait, on redonne un chiffre d'affaires, on nous fait croire à un chiffre d'affaires fictif par le biais d'un emprunt, alors avec des modalités, bien sûr, on rembourse que dans 1 an, que dans 2 ans. C'est un dépannage du moment. Mais il n'empêche, Mais on exactement. déplace le problème. Donc, ce n'est pas une aide. Mais pour moi, on double le chiffre. On perd une année et on rembourse un autre prêt. Donc, quand tu n'as pas d'argent qui rentre, c'est tout con une entreprise, hein. Tu as du chiffre d'affaires qui rentre. Avec un chiffre d'affaires, tu peux payer des salaires, tu peux évoluer ta société et tu payes des crédits, mais avec un chiffre d'affaires. Là, il se trouve que sans chiffre d'affaires, on nous impose un crédit. Donc, tu n'as pas de chiffre d'affaires, tu as 0 qui rentre, mais il va falloir payer sur un chiffre d'affaires futur un crédit. Et où on aura aussi, bien sûr, l'année qui correspondra à bien l'année sûr, prochaine. Donc, bien on va sûr. cumuler Évidemment. C'est le lamentable. remboursement plus... Mais tu sais, c'est Guillaume, lamentable. juste avant que l'on abrège un petit peu, parce que je pense que le temps passe, mais je sais qu'on est regardé par beaucoup de gens de Richelieu, et je pense qu'on va être regardé également par les élus locaux. J'ai été assez surpris d'apprendre par notre comptable qu'il fallait payer, il y a quelques jours, la cotisation foncière des entreprises, qui est régie par les communes. J'ai fait un gentil mail à notre directeur des impôts, puisque c'est pareil, c'est compliqué, on ne peut plus les appeler, il faut aujourd'hui que tout fonctionne par mail, pour nous entendre dire que la commune, en tous les cas de Bressoufé, sur laquelle nous on se situe, a voté un dégrèvement partiel de la cotisation foncière des entreprises. C'est bien, c'est adorable. Il y a un mot de trop pour moi. Un dégrèvement partiel. On ferme sur la quasi-totalité de l'année, on perd excessivement d'argent, et il va falloir que l'on paye une part de cette cotisation foncière d'entreprise. Et ça, il y a un moment donné, je pense qu'il y a un espèce de grand ras-le-bol qui s'installe, et moi, je vais me rapprocher de nos municipalités, que ce soit la municipalité de Bressoufé, que ce soit la municipalité de Richelieu, qui ira, si elle veut, voir la Comcom, qui ira voir le département, qui va payer l'autre part qui ne sera pas dégrévée. Nous, alors que l'on ne travaille pas et qu'on nous a fait fermer depuis des mois. Voilà, c'est toutes ces aberrations aujourd'hui qu'on avait en tous les cas envie de pointer dans ton émission, et on te remercie avec Martial pour nous donner la parole, parce qu'on sait qu'il y a plein de gens qui n'osent pas forcément dire les choses, et d'ailleurs quand on a eu notre opération contre les assurances, on a eu énormément de messages de soutien de la part de nos confrères, de la part de traiteurs, de la part de restaurateurs, qui nous ont dit, et je vais peut-être être vulgaire 2 minutes si jamais les enfants nous écoutent, peut-être fermez-leur les oreilles, mais merci les gars parce que vous avez les couilles de le faire. Alors, il faut savoir une chose, et je le dis là en direct, on est dans un métier de spectacle, de joie, de bonheur. On n'en restera pas là. Ce qu'on a fait avec les assurances, pour moi, c'est le début d'une marche d'un escalier. C'est-à-dire que demain, on ira sur le terrain, on fera des choses peut-être encore plus voyantes, on ira peut-être dans des situations très graves. En tout cas, nous, on se mettra en danger, parce qu'on veut aussi faire comprendre qu'il y a... Alors, il y a notre entreprise, bien sûr. Hein, charité bien ordonnée commence par soi-même, dit-on. Mais
il y a aussi toutes ces petites entreprises que j'ai rencontrées depuis le mois d'avril, qui sont dans une situation, quand vous avez des commerçants qui nous disent moi, ce mois-ci, je ne peux pas manger, qui ont mangé que des pâtes, je vous assure, c'est dramatique. Des gens qui ont des crédits avec des restaurants qu'ils avaient ouverts quelques mois avant, qui savent pas... Il ne faut pas oublier que c'est souvent, toutes ces entreprises, c'est des histoires humaines, on l'a vu. Mais c'est des histoires humaines, bien sûr. C'est nos petits bébés, comme je dis. C'est nos bébés. On a bossé... Et bien sûr. Vous, ça fait 14 ans que vous bossez dessus. Enfin, moi, je fais un rapport avec nous, ça fait 3 ans qu'on est sur le parc de loisirs. Et là, tout s'effondre. Donc, tout s'effondre. Et donc, pour ces raisons-là, pour notre entreprise et pour les entreprises qui sont comme nous dans le même marasme, il est évident, à titre personnel, je vous le dis à tous, l'enchaînage que nous avons eu auprès de nos assurances ne s'arrêtera pas là. Ou alors, on nous aura interpellés en nous disant il y a quelque chose qui se met en place sérieusement, j'ai bien dit sérieusement, pour toutes ces entreprises et ces petits commerces qui souffrent. On ne s'arrêtera pas là. Je vous le promets, je l'avais promis à mon courtier d'assurance que nous allions faire quelque chose. On l'a fait auprès de notre assurance, mais moi, j'attends des nouvelles de notre préfecture, qui aussi est prépondérante dans plein de choses, qui pour l'instant ne bouge pas trop, de ma chambre de commerce, avec que j'ai eu plusieurs fois au téléphone. Mais encore une fois, c'est toujours on fait ce qu'on peut. Oui, mais nous, on ne peut pas attendre. On ne peut pas attendre de faire ce qu'on peut. Il faut qu'on ait des résultats le plus vite possible. On a attendu un confinement, le deuxième est là, ça veut dire qu'il n'y a rien eu entre les deux, on ne peut plus attendre. Donc je vous le dis très franchement, et à qui voudra l'entendre, nous allons mener des actions qui seront plus violentes, pas vers les autres, vers nous-mêmes, et nous le ferons. Moi aujourd'hui, je suis dans un état de ras-le-bol. Voilà. On sourit, on essaie de trouver des moments pour se divertir ensemble, mais j'avoue que là, j'en suis arrivé à un stade, j'ai une boîte d'Exomil depuis 1 mois et demi dans ma poche. Et ça, c'est plus tolérable. Et je ne me plains pas parce que d'autres, c'est encore pire. Voilà. Voilà, j'allais dire, et la suite. Alors là, tu nous as dit la suite du coup de gueule, mais la suite, parce qu'on va laisser quand même une lueur d'espoir, parce qu'après la crise, on espère tous que ça reviendra. Est-ce qu'il y a des projets? Oui. Bien sûr qu'il y a des projets. Parce que quand on fait un métier comme on le fait et qu'on a ces rendez-vous avec ce public, on ne peut pas. Et puis on est avec des gens qui font du spectacle. Il y a des gens qui vivent de ça, qui aiment ça, c'est leur passion. Dans le spectacle, le côté salaire n'est pas la première motivation. On a besoin de se retrouver sur scène. On a besoin d'être face à des gens. Et puis il y a des gens qui ont besoin de venir se divertir. Donc oui, on prépare des choses. On espère seulement que de l'autre côté, donc quand je dis de l'autre côté, c'est l'État, va vite bouger pour qu'on puisse réaliser tout ça. Alors oui, on a des spectacles qui sont pratiquement montés. On avait un pour le Nouvel An cette année qui était sur le thème du Festival de Cannes, qui est quasiment prêt. Donc il se fera quand un futur Nouvel An se fera, quand on pourra le faire. On espère pouvoir avoir des conditions d'accueil optimisées sur la période à venir et pouvoir présenter, pourquoi pas, un Nouvel An en décalé en disant aux gens, voilà, finalement, cette année, on a été quelque part privé de ces Nouvel An qu'on connaît habituellement. Eh bien, pourquoi la nouvelle année ne démarrerait pas de façon symbolique sur le 15 février, sur le 15 mars? Et en tous les cas, l'idée, c'est de pouvoir se réunir ensemble et faire la fête. Et puis, dans les projets, bien évidemment, on a tous nos futurs mariés qui attendent avec impatience de pouvoir vivre le week-end tant espéré et venir faire la fête chez nous. Donc l'idée, c'est de répondre présent et d'être là avec tous. Tu sais, Guillaume, un mariage, et tu sais ce que c'est parce que tu en as fait aussi, un mariage, c'est quelque chose de très important. Il y a un symbole énorme dans le mariage, et un mariage, ça correspond à la réunion de familles, d'amis, de gens qu'on n'a pas vus depuis très longtemps. Ça coûte cher un mariage. Aujourd'hui, on dit qu'un mariage, environ 100 personnes, ça tourne autour de 15 000 €. Donc ça coûte cher un mariage. Et quand on voit des gens qui préparent pendant 18 mois, 24 mois un mariage, et à qui on dit quelques mois avant, non, il n'y aura pas de mariage, certains quelques jours, il n'y aura pas de mariage. Imagine, il faut se mettre dans la peau de mariés qui ont organisé ça. Donc déjà, ils perdent de l'argent, ils perdent des acomptes, des arts à droite à gauche. Et puis ils ne savent pas quand est-ce qu'ils vont se remarier. Les traiteurs, l'année d'après, sont aussi pris 1 an avant. Donc en fait, leur mariage est un peu... il marche sur 3 pattes. Donc c'est très compliqué. C'est très compliqué. Et puis, nous, on essaie de protéger nos mariés. On essaie aussi de les rassurer en leur disant...
On va tout faire. Nous, on a eu cette chance énorme, c'est d'annuler personne. On a demandé à nos mariés de nous faire confiance et ils nous ont fait confiance. Et je tiens d'ailleurs ce soir à leur dire merci. Parce que leur stress, c'est aussi le nôtre. Et je me battrai aussi pour eux. Parce que, d'abord, ça nous fait vivre, il ne faut pas non plus le nier. Mais en même temps, le mariage, ce n'est pas une fête comme une autre, le mariage. Et quelqu'un qui se marie, il y met plein de choses dedans. Et donc, on ne peut pas s'autoriser à banaliser comme ça des gens qui vont se marier sous prétexte qu'il y a un confinement. Non, c'est interdit. Un mariage, on danse aussi. Quand on nous dit on ne peut pas danser à un mariage, mais la fête, elle se fait où? C'est très compliqué. Donc ça aussi, c'est un point de bataille pour nous. Je pense que ce qui est dramatique aujourd'hui, et peut-être qu'on clôturera sur ça, c'est que chaque Français que nous sommes, il faut apprendre à faire le deuil de projet. Et je pense que c'est quelque chose de dramatique pour tous. On ne sait pas de quoi demain sera fait, on ne sait pas ce qu'on va pouvoir... On ne peut rien projeter. Partir en week-end, voilà, on ne sait pas de quoi va être fait demain. Et je pense que ça, c'est extrêmement compliqué à vivre. Moralement, c'est épuisant. Alors je pense que voilà, nous en tant que chefs d'entreprise, mais également tous ceux qui nous regardent, qui ne sont pas forcément chefs d'entreprise, il y a cette espèce d'idée de se dire, on est là sans savoir ce qui va se passer demain. Et c'est quelque chose d'assez dramatique. On ne peut presque plus s'autoriser à rêver aujourd'hui. Très bien. Alors, est-ce que je peux te citer une petite phrase que j'ai relevée je tenais à préciser que Martial avait, je ne l'ai pas dit au début, mais il avait tous ces petits papiers qu'il nous préparait depuis des semaines. Parce qu'en fait, je tenais, d'abord, je suis assez méticuleux à ce niveau-là, j'ai envie de, voilà, envie de rien oublier. Et puis, j'ai trouvé cette petite phrase qui était intéressante et c'était surtout destiné à nos politiques. Alors, cette phrase de Shakespeare disait « Garde-toi d'entrer dans une querelle, mais une fois dedans, comporte-toi de manière que l'adversaire se garde de toi. » Je tenais à le dire parce qu'il faut arrêter de penser qu'en France, il y a les petits et les grands. Les grands sont intouchables, ils ont le droit de tout faire, ils ont le droit impunément de toucher leur argent, et les petits, il faut qu'ils se débrouillent. Ça, c'est terminé. Je ne veux plus entendre ça et je me battrai pour ça. Un grand merci à vous deux d'avoir partagé cette heure et demie. Merci à toi, Guillaume. Avec moi, mais avec nos téléspectateurs. Voilà, je crois qu'il y a eu pas mal de monde. N'hésitez pas, hein, comme je dis à chaque fois. Très interactif. Ensuite, voilà, ça a été interactif. On n'a pas pu interagir, c'est compliqué, mais on va pouvoir réagir après parce que vous pouvez aller revoir tous ces lives et vous pouvez remettre des commentaires. Et bien sûr, Martial, Eric vont pouvoir aussi remettre des commentaires pour répondre à vos questions. Un grand merci à vous en tout cas pour votre accueil. On va se quitter avec des photos de cette aventure. Vous nous avez préparé un petit diaporama. On va voir les travaux dont on a parlé. On va voir ces moments de fête que tu nous disais là qui nous manquent énormément, des moments de danse, je pense, dans les photos. On va voir la ferme dans ses débuts. La ferme dans ses débuts, quand vous êtes arrivé, quand tu as poussé ce portail. C'est un grand moment. C'est un grand moment. Voilà, on va partager donc avec nos téléspectateurs. Et puis on va se retrouver dans un petit quart d'heure. Un petit quart d'heure pour la... Deuxième partie d'émission. Voilà, deuxième émission. Il n'y a pas de problème. Là, on va passer à autre chose. On va passer à autre chose. On va essayer de vous présenter voilà, le Cambodge, de vous présenter tous les petits loulous qu'on aime tant là-bas et vous parler de cette structure qui nous tient tellement à cœur et sur laquelle on a besoin de vous tous. Très bien. À tout de suite. Et n'oubliez pas de vous reconnecter, parce qu'on va couper le live, vous vous reconnectez. Entre-temps que vous passez vos coups de fil, vous appelez les copains, les copines, la famille pour que ça vienne se connecter, qu'on soit encore plus nombreux. Parce qu'on veut un max de monde. Un max de monde, c'est ça. On va buzzer ce soir, on va buzzer. C'est très bien, c'est ce qu'il faut. En tout cas, à tout à l'heure. À tout à l'heure.